Podcast. En 1944, des convois toujours plus nombreux affluent à Auschwitz de Birkenau. Afin d'accélérer le tri et la mise à mort des familles juives, des détenus sont chargés de prolonger la voie ferrée qui doit désormais entrer dans l'enceinte même du camp. Une rampe de 700 mètres de long va permettre de diriger les nouveaux arrivants dès leur descente du train directement vers les crématoires 2 et 3, situés à son extrémité, à l'extérieur du camp, ou vers les crématoires 4 et 5, dans le sous-bois un peu plus loin. À la rampe, quand il y a des convois qui arrivent, on sait d'où que ça vient. Moi, pendant 3 ou 4 fois, j'étais à la rampe, et puis je voyais bien ce que c'était. Il y avait des Hollandais, ils sont venus de toute l'Europe, occupés, quoi. De Belgique, de Luxembourg, de France, d'Allemagne. Nous, on était là pour les faire descendre, quoi. J'ai vu arriver le convoi qui m'a le plus impressionné, le convoi de Rhodes, de l'île de Rhodes. On a vu les Hongrois et on a vu le ghetto de Lodz. Alors, vous savez, vous comprenez beaucoup de choses quand vous êtes dans un endroit comme ça et que vous savez que ces gens-là, vous ne les revoyez jamais. Voilà. Auschwitz, des survivants racontent. Un podcast de 5 épisodes produit par l'INA. D'après la série documentaire de Catherine Bernstein, coproduite par Cuivre, l'INA et JPL Film, diffusée sur France 2. 4e épisode, l'extermination. Et un jour, j'ai vu arriver mes grands-parents maternels. Jacques Altman. Parce que les SS, chaque convoi qui arrivait, ils annonçaient les convois. Il arrivait un convoi de Tchécoslovaquie. Et je ne savais pas du tout que dans ce convoi étaient mes grands-parents. Je ne savais pas du tout qu'ils étaient arrêtés. J'ignorais complètement. D'un seul coup, je regarde, je vois mon grand-père qui est très grand, je crois qu'il faisait 1m95. Ma petite grand-mère, tous les deux, ils se donnaient la main. Je me suis caché. Alors je les ai vus partir tous les deux à la chambre à gaz. Et chaque fois quand je vais là-bas, à Auschwitz-Birkenau, je les vois. Et je vois aussi les autres. J'ai vu aussi arriver des amis de mes parents. J'ai assisté aussi à des détenus comme moi, qui étaient mariés, des hommes de 35 ans, 40 ans, qui ont vu arriver leur famille. Et pas mal sont partis avec eux. Ils sont partis où? Dans la chambre à gaz. Courageusement. Vous avez été tenté par ça, parfois? Oui. Oui. À ce moment-là, vous travaillez sur la rampe? J'étais sur la rampe. Vous vous occupez de décharger les corps? Oui. Je déchargeais les corps. Vous faites les deux choses, c'est ça? Je déchargeais les vêtements et après, les corps qu'on mettait sur un chariot, parce que dans chaque wagon, souvent, ils étaient 80, des fois même 100, il y avait 10, 15, 20 et 25 morts, souvent. On faisait plusieurs tours avec les chariots qu'on tirait, et des grandes roues, puis on les tirait, puis on les déposait devant le crématoire. Et c'est le fameux Sonderkommando, commando spécial, c'était des Juifs qui étaient chargés
à les descendre et de les brûler. À Birkenau, il y avait le bloc 13. Gabriel Bénichou. Et le bloc 13, c'était le bloc du Sonderkommando. Et le Sonderkommando, c'était le commando qui s'occupait des chambres à gaz. Sonder, ça veut dire spécial en allemand, et donc c'était le commando des chambres à gaz. Les déportés du Sonderkommando n'avaient pas le droit de communiquer avec les autres. Et ils ne sortaient de leur bloc que pour aller aux latrines. Et donc là, parfois, ils rencontraient quelqu'un. Et j'ai un ami qui m'a raconté qu'un jour, il avait un copain au Sonderkommando, et un jour, il l'a vu, du jour au lendemain, il avait les cheveux tout blancs. Et il m'a dit que la veille, il avait vu son père dans les chambres à gaz. Et leur sort était le même que les nôtres. Paul Schaffer. Je dirais même pire, puisque les Sonderkommando, ils avaient à peu près une durée de vie de 6 mois, et ils étaient systématiquement ensuite anéantis par les bourreaux, par les nazis, de manière à ne pas laisser des témoins de leurs méfaits. Vous avez assisté à l'arrivée des Juifs tchécoslovaques du ghetto de Térésine? Ah oui, alors là, ça devait être en 1944. Frida Geldwert. Est arrivé un convoi de Theresienstadt. Il y avait des enfants, des hommes et des femmes. On est allé dans leur camp pour les inscrire et je pense qu'ils ont quand même eu le numéro d'Auschwitz, de Birkenau, c'est ces numéros-là. Et puis, on avait ouvert un petit camp qui avait d'un côté des baraques, de l'autre, il y avait toujours cette rue du camp, et de l'autre côté d'autres baraques. On leur a laissé les vêtements, on les a pas rasés, et on les a logés un côté les femmes, et d'un côté les hommes. Mais ils sont restés dans le même camp. Ils pouvaient se voir, ils pouvaient parler, et voilà. Ils sont restés 6 mois, jour pour jour, puis de Theresienstadt. On les a donc exterminés tous dans une nuit. En 1964, 20 ans après les faits, un reportage de la télévision allemande donne la parole à un témoin, Erich Kulka, survivant tchèque, pour raconter la liquidation du camp des familles de Térésine. Les SS, armés et postés sur le trajet, ont forcé les hommes de Térésine à entrer dans la chambre à gaz. Le SS Clair a mis un masque à gaz, a pris 5 boîtes de Zyklon B et est monté sur un promontoire situé au-dessus de la chambre à gaz. Là, à travers une trappe, il a jeté une boîte de Zyklon B dans la chambre à gaz. Pendant ce temps, le docteur Mengele s'est installé derrière la porte de la chambre à gaz et a regardé à travers l'œilleton les derniers soubresauts des gens de Térésine. Le chef du camp a ensuite ordonné aux Sonderkommando d'entrer et de mettre en marche les ventilateurs. Dès que l'air empoisonné a été évacué, les détenus du Sonderkommando ont ouvert les portes de la chambre à gaz. Et avec des jets d'eau, on nettoyait les morts souillés et séparait les corps. Les corps ont été montés au crématoire, où une batterie de 15 fours les a réduits en cendres.
En quelques heures, ces 5000 hommes et femmes de Térésine ont été réduits en cendres et sont partis en fumée, disparaissant à jamais. Il était strictement interdit de prendre des photographies à l'intérieur d'Auschwitz II-Birkenau. Suite à l'invasion allemande de la Hongrie en mars 1944, les Juifs hongrois sont déportés en masse à Auschwitz. Le commandant du camp, Rudolf Höss, charge alors 2 photographes SS de montrer les différentes étapes du traitement des convois, de leur arrivée sur la rampe de sélection jusqu'aux portes des chambres à gaz. Ces photographies doivent présenter à la hiérarchie SS la parfaite organisation de l'extermination. Et vous avez vu l'arrivée des Hongrois en 1944 ? Oui. Anita Lasker-Wallfisch. Ça, c'était vraiment quelque chose. Ça ne finissait jamais avec les Hongrois. C'était mai 1944. Et on les voyait, et on voyait les gosses. Marceline Loridan-Ivens. On voyait les gens quand ils étaient tapés, c'était pas très loin, vous savez. Même si à 50 mètres ou 70 mètres, on pouvait le voir, on pouvait tout voir. Entre le 16 mai et le 9 juillet 1944, 422 000 Hongrois sont déportés à Auschwitz à bord de 147 convois. Avec 3 voire 4 convois par jour, les trains arrivent à une fréquence jusque-là jamais atteinte. La mise à mort industrielle est portée à son paroxysme. Elle ne peut plus être dissimulée aux détenus du camp. Ils deviennent alors les témoins directs de l'extermination qui se déroule désormais de nuit comme de jour. Et ils arrivaient, même la nuit, le soir, la nuit. Et ça, j'ai pensé hier soir à ça. Je n'ai jamais repensé à ça pour vous dire. Je dois me faire certains reproches, mais à quel point on était abêtisés, qu'on était plus humains. Pas du tout. Il arrivait donc, les gens, alors quand ils arrivaient le soir, on devait travailler le soir. Et puis on était relativement pas mécontents parce que quand on travaillait le soir, on nous apportait un grand récipient avec du café sucré. Le café n'était pas sucré, mais c'est le café qu'on avait préparé pour les Allemands. Et on nous donnait en plus une double ration de pain avec un grand morceau, une double ration de soit de margarine ou de saucisson. Donc bon, je me suis dit, mais est-ce que j'ai une fois pensé au fond que c'était terrible, hein? Qu'il y a des gens qui rentrent, hein, et combien de gens qui partent à côté. Finalement, on a pensé qu'à soi. On était plutôt peut-être, tiens, bon, ben c'est bien. On avait un supplément de nourriture. Et ça, je ne suis pas la seule à le dire, que quand on rentrait comme ça après dans la nuit, eh bien, la cheminée n'était pas loin. On voyait les flammes sortir de la cheminée. On la voyait. Et puis on se disait, bon, ben, on va y passer un jour. Toute la nuit, ça flambait, ça brûlait, ça brûlait. Joseph Rubinstein. Il y avait des coups de revolver, il y en a qui ne voulaient pas rentrer dans les chambres à gaz. Et puis le lendemain, un silence complet. Pendant plusieurs jours comme ça. On a été au courant de tout ce qui se passait, quoi. Le 25 août 1944, un avion de reconnaissance des forces alliées photographie les usines de pétrochimie d'Ige-Farben, cible militaire située près d'Auschwitz III-Monowitz. Dans la continuité de sa trajectoire, l'avion photographie sans le savoir le camp de concentration et centre de mise à mort Auschwitz II-Birkenau. En scrutant ces clichés saisis au cœur de l'été 44, des détails infimes apparaissent. C'est le matin du 25 août. Un train est à l'arrêt. En superposant ces 3 photographies prises en rafale, subitement, les images s'animent.
Sur la rampe, des détenus se déplacent le long du train. Ils chargent les effets des personnes assassinées dans des camions pour les transporter au centre de dépôt appelé Canada, qui est composé de 30 baraques et situé à l'extérieur du camp de Birkenau, à proximité des crématoires 4 et 5. Dans le Canada, on a commencé d'amener des Juifs hongrois. Il manquait de main-d'œuvre pour le vêtement. Anna Gold. Parce que le Canada n'arrivait pas à faire tous les travaux qu'il y en avait à faire. Alors, on est passé dans le bloc chez nous. On était attendus pour partir travailler. Et on m'a séparé de ma sœur. On m'a choisi pour aller travailler dans le Canada, mais le soir, la nuit. Parce qu'ils ont fait de la nuit les jours, tellement ils avaient débordé des choses. Donc, on est allé là-bas pour travailler dans une vingtaine de baraques. Odette Spingarn. Alors, il y avait les baraques pour le linge d'homme, une autre baraque pour le linge de femme, une autre baraque pour les chaussures, une autre baraque pour les valises. Enfin, il y avait des baraques où toutes les affaires des gens étaient dispersées. Et le travail consistait à faire des paquets, par exemple des vestons d'hommes, il fallait en mettre comme ça, 10 par paquet, on les ficelait, ou les par-dessus, on en mettait 5 par paquet, on les ficelait. Et le soir, il y avait des camions qui arrivaient, et on lançait tout ça dans les camions, et ça partait en Allemagne. Fallait trier les chaussures, fallait les trier, mettre la paire, parce que là-bas, aux chambres à gaz, ils les mettaient n'importe comment. Ça arrivait par camion, toutes les affaires. Et les beaux costumes, c'était pour les SS, pour les nazis, quoi. Alors, quand il y avait un beau costume, on déchirait en petits morceaux. Ça faisait des chiffons, quoi. Et Tout était récupéré. Vous déchiriez l'argent pour éviter que les Allemands ne le récupèrent. Ben, naturellement. C'était des monceaux de vêtements. Et il y avait toujours un homme avec un chien, un SS, avec à bicyclette sur les tas de vêtements qui circulaient pour nous surveiller. On était très, très surveillés, mais on arrivait à voler. Alors on arrivait à prendre des choses pour donner à des copines, une brosse à dents, une cuillère. Une cuillère dans le camp, ça valait une ration de pain. Où il y avait beaucoup à manger, c'est quand les Hongrois sont arrivés. C'est terrible ce que les Hongrois avaient comme nourriture. Il y avait des gens des ghettos qui n'avaient pas grand-chose, les gens de France qui avaient aussi de la nourriture dans les wagons. Mais je n'ai jamais vu autant de nourriture quand les Hongrois sont arrivés. Fallait manger pas devant les SS ils faisaient les 100 pas, là. Mais on voyait bien qu'on avait des joues un peu plus gonflées que les pauvres types qui étaient dans le camp, quoi. Physiquement, si vous voulez, c'était beaucoup moins dur qu'à Birkenau. C'était un travail, mais c'était mode de vie. Il y avait presque pas de l'appel ou une demi-heure. Enfin, c'était beaucoup plus facile. Au point de vue nourriture, on en trouvait un petit peu dans les valises. On pouvait organiser un petit peu de sucre, ou de flocons d'avoine ou des choses comme ça qu'on trouvait qui complétaient un peu la nourriture. On n'était pas battus. On avait des douches tous les soirs. Alors physiquement, c'était vivable. C'était très différent du Birkenau. Et bien sûr, on préférait être là qu'être à Birkenau. Seulement, moralement, je vous dis pas. Alors on était dans un camp qui jouxtait les chambres à gaz et les fours crématoires. Et chaque fois qu'il y avait un train qui arrivait, on savait très bien que il y aurait le lendemain une fumée noire qui couvrirait tout le camp et on savait ce que ça voulait dire. Et puis nous, pendant ce temps-là, on triait les vêtements. Est-ce que vous pourriez me décrire le plus précisément possible ce que vous voyez lorsque vous arrivez à Birkenau? J'ai regardé par les fentes parce que j'étais à côté de la porte. Ernest Vignerel. Et je voyais des baraques à perte de vue. Des baraques, des cheminées. Je me suis dit qu'ils avaient raison. Ils nous ont emmenés à une usine pour qu'on travaille. C'était le silence total. On n'entendait rien. C'était vers 2 heures de la nuit. Et puis notre tour est arrivé, là, on a ouvert brusquement dans
la porte de wagon. Nicolas Roth. Et alors là, c'était en allemand, à l'hurlement, tout le monde en bas. Les capots commençaient à changer d'avis. Il me dit, si tu peux, fallait pas se faire prendre. Tu prends un enfant. J'ai vu arriver, par exemple, une maman de 30 ou 35 ans avec sa petite fille de 7 ans, de 8 ans, 10 ans. Je la prenais par la main et je la remettais à une personne âgée. Pourquoi? Parce que la personne âgée, avec la gosse, allait dans la chambre à gaz et la mère, 95%, elle avait une chance de rentrer au camp. Et il m'est arrivé, après la guerre, j'en ai rencontré, il y en a qui il me dit, tu sais, t'es un salaud. Je dis, pourquoi? Parce que tu m'as pris ma fille. Et je dis, oui, je suis peut-être un salaud, mais en attendant, tu es là. Tu t'es peut-être marié, tu as peut-être des enfants, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Arrive août 44, effectivement. Ah oui, août 44, oui. Alors, j'étais en commando seul, d'ailleurs. Et il y a une voie principale qui traverse Birkenau et qui va justement vers les crématoires. Une voie qu'on a entretenue 100 fois. Claude Zlodziski. Et ce jour-là, il y a des convois hongrois qui arrivent. Et ce sont des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards avec leurs bagages qui défilent sur cette route. Le SS qui nous garde, on est un petit commando de quelques-uns, nous fait mettre face contre terre sur les talus, on ne doit pas se retourner. Et c'est un défilé pendant des heures. Je ne peux pas dire le temps, mais je sais que pendant le mois d'août, il y a des milliers de Hongrois qui ont été exterminés en arrivant. Il n'y a plus de place dans le camp. C'est quelque chose de voir toutes ces familles avec enfants, femmes et vieillards passer devant nous sans savoir où ils allaient, nous demandant avec leurs yeux, posant des questions de qu'est-ce qui va arriver en nous voyant nous couchés par terre parce que on nous avait laissé sortir du camp par inadvertance un peu trop tôt. Mais nous ne pouvions pas leur répondre, mais nous savions qu'ils allaient directement dans la chambre à gaz. Ces familles sont dirigées vers les crématoires 4 et 5, situés dans le petit bois de bouleaux à l'extérieur du camp, à proximité des baraques du centre de dépôt du Canada. Vous avez vu, de là où vous étiez, les Hongrois arriver sur la rampe de Birkenau? On entendait les trains, on entendait siffler, et puis entre le camp de la chambre à gaz et nous, il y avait des barbelés, et par-dessus les barbelés, il y avait des couvertures, qu'on ne puisse pas les voir. En fait, on regardait par des petits trous à travers la couverture et on les voyait. Quand on avait envie de les voir, on les voyait. À ce moment-là, j'ai perdu la foi. Comme ça, j'étais encore, vous savez, la religion, elle tenait à moi un petit peu. Et, vous savez, c'est le fond qui reste quand on était habitué à ça. Il y avait, devant le crématoire, j'ai vu une yeshiva. Vous savez ce que c'est une yeshiva? Une école religieuse. Il y avait le Rosh Hashiva, le rabbin. Il était comme des juifs hongrois. Il portait un chapeau, un fourrure. Les enfants, tous avec des bas blancs, vous savez, de 12-13 ans, comme ça, des gamins de 14 ans peut-être. Et ils attendaient, puisque nous, on voyait, c'était dans la journée, on voyait devant le crématoire, ils faisaient la queue. Et j'ai commencé à parler au bon Dieu de faire un miracle, ou le crématoire se casse, ou il y a quelque chose. Rien n'est arrivé, les enfants ne sont pas entrés. Et ça m'a brisé complètement le cœur. Comme disait mon oncle le rabbin, que ça me reviendra, ça ne m'a jamais revenu. Je ne peux pas oublier ça. Avec l'arrivée continue des Juifs de Hongrie, le nombre de personnes assassinées est si élevé que les fours crématoires ne suffisent plus. Des corps sont alors brûlés dans des fosses à ciel ouvert. Je travaillais à un commando terrible. C'est le commando ce fameux commando où on creusait des tranchées pour brûler les Hongroises. Tout près des crématoires numéro 5. Enfin, on savait même pas, il n'y avait pas de numéro de crématoire. C'est maintenant, on dit crématoire numéro 1, crématoire numéro 2, mais nous, il y en avait 4, ils étaient là qui fonctionnaient. Hein. Tous les 4. Et à la fin des fins, quand les Hongrois sont venus, on a jeté les gens vivants dans les flammes. Et vous savez, moi, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? J'ai une mémoire de ça, que j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais il y a un livre écrit par une Polonaise où elle marque tout ce qui s'est passé à Auschwitz.
Et elle parle de ça, c'est vrai. Moi, je me suis dit, c'est pas possible, j'imagine ça. Non, c'était vrai à la fin. Il n'y avait pas de la place dans les chambres de gaz, dans les crématoires, pas de place. On a mis des grands feux. C'est difficile à croire, ça. Mais c'est vrai. Sur une photographie prise au centre de dépôt du Canada en août 1944, des femmes trient les effets de juifs déportés de Hongrie. Si les photographes SS n'avaient pas le droit de montrer l'assassinat de masse, on devine pourtant derrière les détenus la fumée des fosses à ciel ouvert, situées derrière les 2 crématoires. Toujours en août 1944, dans le petit bois de bouleau qui cache les crématoires 4 et 5, on distingue sur une prise de vue aérienne une file d'hommes, de femmes et d'enfants sélectionnés pour la mort, qui attend sans le savoir d'être gazés. À quelques mètres, les fosses de crémation à ciel ouvert brûlent les corps de ceux qui les ont précédés. Était-ce le même jour, ou la même semaine d'août 1944 ? Pendant que des membres du Sonderkommando font le guet, l'un d'entre eux, Alberto Herrera, muni d'un appareil photo volé au centre de dépôt du Canada, photographie des femmes nues qui se dirigent vers la chambre à gaz. Un peu plus tard, de l'intérieur de la chambre à gaz du crématoire 5, il photographie les morts qu'on brûle à l'air libre. Les négatifs seront transmis dans un tube de dentifrice à la résistance polonaise. Il faut que le monde sache. Seules 3 photographies clandestines montrent au plus près l'assassinat de masse. Ça, c'est le mois d'août 44. On sait, je le raconte à mon père. On sait qu'ils vont mourir. On sait qu'ils sont morts quand je le raconte à mon père. Qu'ils ont été brûlés. Mais c'est quand même, c'est quelque chose d'abominable en définitive, puisqu'on arrive à gérer. Moi, l'enfant, je gère ça. Ça veut dire que vous êtes habitué à l'horreur finalement. Et oui. Enfin, comme disait Primo Levi, il n'y a pas de pourquoi, c'est ça. Donc on cherche non, mais à comprendre. C'est ça la vérité. Et c'est en fait, ça c'est peut-être le but atteint sur ces hommes et ces femmes. C'est l'abomination de la perte totale de l'individu, de la valeur de l'individu, de ce qui fait la base même de la raison d'exister, quoi. Ils sont arrivés à ça. Et bon, j'ai vu ces Hongrois et je suis rentré en commando et puis je l'ai dit à mon père et puis voilà, c'est une information qu'on s'est passée, pas plus complexe d'ailleurs que de dire tiens, on va bientôt avoir la distribution de pain. C'est ça qui est l'abomination. En octobre 1944, Régine Jacubert. Le Sonderkommando a détruit le 4e crématoire. Celui qui était le plus proche de nous. Il paraît qu'ils ont mis 2 mois. Ce sont des femmes d'origine polonaise, des résistantes, qui ont réussi, qui ont travaillé à l'usine qui s'appelle l'Union, qui se trouve à Auschwitz. C'est une usine de munitions, qui ont réussi à sortir de la poudre pendant 2 mois et à le remettre à des personnes que moi j'étais pas au courant, à 2 personnes du commando à nous, et qui l'ont remis aux Sonderkommando. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont préparé cette révolte. Et ça s'est passé au mois d'octobre 1944. J'étais là à l'époque, quand tout a sauté. Ça a été, pour nous, on a dansé. Je vous dis pas, nous les filles, on a dansé, on ne l'a pas vu, on l'a entendu. Juliette Valac. Mais ça a été très mal. Ils sont tous morts. Hein. Y a eu un qui est rescapé, qui a pu le raconter, mais il y a eu ces 4 filles, après, qui sont cherchées, et puis et on a eu le droit à la pendaison. 2 pour l'équipe de nuit et 2 pour l'équipe de jour. Bon, c'était atroce. Un mois plus tard, en novembre 1944, tandis que les forces soviétiques approchent, les SS forcent les prisonniers à démanteler et dynamiter les 3 crématoires encore en activité à Auschwitz-Birkenau. Les preuves de l'extermination de masse doivent disparaître. Ce qui nous dit que la fin est proche, c'est les avions qui passent au-dessus du camp.
et ce sont des Américains ou des Russes, on n'en sait rien du tout, mais ce sont des vagues énormes d'appareils. C'est effectivement le bruit de la canonnade, et c'est l'attitude nerveuse des SS aussi, qui, eux, sentent la fin approcher, et qui sont exacerbés, qui sont dangereux, très dangereux. Et vous étiez dans le camp d'Auschwitz III-Monowitz lorsque les usines d'IG Farben ont été bombardées. Ah oui. À Noël, les Allemands ont érigé un arbre de Noël gigantesque dans le camp, avec des lumières dessus. Jean-Louis Steinberg. Et alors, à ce moment-là, il y avait des bombardements alliés. Et les Américains avaient des aéroports dans le sud de l'Italie. Et par conséquent, ils pouvaient voler au-dessus de la Pologne. Et donc, ils venaient en Pologne, ils bombardaient. D'ailleurs, ils ont bombardé l'usine plusieurs fois. Et quand ils étaient annoncés par la défense aérienne, les Allemands éteignaient les lumières de l'arbre de Noël. Alors nous, on était tout contents, parce que ça voulait dire que les Alliés arrivaient, quoi. En avion, mais ils arrivaient. Donc on était tout contents de voir l'arbre de Noël éteint. Alors qu'eux, ils étaient ravis de le voir allumé. Nous, on était tout contents de le voir éteint. Alors il y avait cet énorme arbre de Noël, il y avait des tas de lumière dessus, ce qu'on peut imaginer. Ce qui fait que vous étiez heureux d'être bombardé. Ah oui, quand on a été bombardé, on était contents, ça c'est sûr. Mais ça a coûté très cher, parce que les Allemands nous ont interdit les abris souterrains. Ils étaient, eux, dans des abris souterrains. Les Américains ont bombardé comme plâtre. Enfin, ils ont rasé l'usine, ou presque rasé l'usine. Et ça a tué beaucoup de déportés. Dans les mêmes jours ou presque, on a commencé à entendre les canons soviétiques. Donc, entendre les canons soviétiques, ça voulait dire ils sont à 50 ou 100 km. On sait ça en gros, on n'entend pas les canons à 2000 km, mais on les entend à 50 ou 100 km. Donc on a pensé les Russes sont à 50 ou 100 km, par conséquent on est sauvés, ils vont venir nous libérer. Et une nuit, Denise Toros-Marter. Les médecins du camp, enfin les déportés aussi, les médecins, les infirmières, vont tous se planquer et il y a du vent et on sait qu'il y a des baraquements à côté en flammes. Et ce sont les SS qui brûlent les archives pour pas qu'on retrouve des traces de leurs méfaits, bien sûr. Je me souviens particulièrement le 18 janvier 1945 au matin. Simone Veil. Où ça faisait plusieurs jours qu'on entendait le canon, qu'on voyait même la lueur du front russe, des canons. Et quand on nous a enfermés en disant « il n'y a pas de travail aujourd'hui, l'atelier est fermé, vous restez enfermés », on s'est dit, ils vont nous emmener à Birkenau, Auschwitz, et nous gazer. On annonce, Élie Buzyn. Les nazis, là, à l'appel, ils disent, écoutez, vous allez être évacués, vous préparez vos affaires, et vous allez être évacués pour aller en Allemagne. C'était pour nous, si vous voulez, Samuel Chimis. Un des jours les plus importants de tout le temps que nous avions passé à Auschwitz. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où on nous annonçait qu'on allait quitter Auschwitz. On est parti en rang, en bloc, et puis on ne savait pas où on allait. Léon Lehrer. Mais je me souviens avec Joseph et Henri, quand on a passé la porte, une fois de plus, du camp de Monowitz, qu'on devait jamais passer vivant, on s'est dit, on ne sait pas où, mais on est vivant et on passe la porte. Il y a quelque chose. Maintenant, il reste à savoir la direction qu'on va prendre. Est-ce qu'on prend la direction de Birkenau, toujours la hantise, parce qu'on savait que Birkenau, c'était les chambres à gaz et les fours crématoires. La chose la plus forte, c'est on s'éloigne de Auschwitz et on n'est pas allé au gaz. Ça, c'était déjà le grand bonheur. Parce qu'on était tous absolument certains, le moment où ils n'ont plus besoin d'orchestre, on ira à la chambre de gaz. Mais non, nous étions très contentes. Au revoir, Auschwitz. On ne nous a pas gazés. On ne savait pas ce qui va s'arriver de l'autre côté où on va. On ne savait pas du tout où on va aller. Mais ne pas être gazé, c'est déjà un soulagement. Vous savez, cette idée est vraiment pas très agréable. Le 18 janvier 1945, plus de 60 000 détenus sont évacués d'Auschwitz et partent pour ce qu'on appellera les marches de la mort. Après 3 jours de marche dans la neige,
durant laquelle les plus faibles sont exécutés sur place, les survivants sont embarqués dans des wagons à ciel ouvert et envoyés dans différents camps de concentration en Allemagne. À Auschwitz, près de 7000 détenus invalides ou malades sont laissés sur place, livrés à eux-mêmes. C'est très curieux parce que le camp est brusquement devenu désert. C'était l'hiver. George Snijders. J'ai fait l'expérience que pour avoir un peu d'eau, il fallait faire fondre beaucoup de neige. Une casserole de neige pleine, quand on la fait chauffer, donne très peu d'eau. Alors, pour avoir un peu d'eau et survivre, j'ai survécu. Je ne sais comment, j'avais trouvé, je crois, un peu de pommes de terre, et puis de l'eau. Et je suis resté comme ça, à mon avis, mais ça je ne sais plus très bien, à mon avis, une semaine, dans le camp tout seul. On n'a pas de soins, on n'a pas d'eau, on n'a pas de bassin. Et puis, petit à petit, on voit ressurgir les médecins du camp, les déportés aussi. Et on voit arriver un fantassin soviétique. On ne sait pas. On est prêt à tout. On se dit, c'est peut-être un Allemand qui est déguisé en Russe. Et il voit ces têtes décharnées qui sortent des chalets. Il est médusé. Il est médusé et il dit quelques mots. Et j'ai une voisine russe et je lui dis, qu'est-ce qu'il a dit? Elle me dit, il a dit, pauvre Jean. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques entrent dans le complexe d'Auschwitz, laissé à l'abandon depuis 10 jours. Elles découvrent l'étendue d'un massacre à une échelle jusqu'alors inconnue. Les rares survivants sont enfin pris en charge. La majorité des détenus qui avaient été évacués le 18 janvier 1945 par les SS sont déplacés de camp en camp au fur et à mesure des avancées des troupes alliées, dans des conditions terriblement meurtrières. Les rescapés ne seront libérés que 4 mois plus tard, entre le 11 avril et le 8 mai 1945. Auschwitz, des survivants racontent. Un podcast de 5 épisodes produit par l'INA. D'après la série documentaire de Catherine Bernstein, coproduite par Cuivre, l'INA et JPL Film, diffusée sur France 2. Cet épisode a été réalisé avec la collaboration de Pierre Gottschel. Montage, Anne Souriau. Musique originale, Antoine Glattard. Producteur, Vincent Sacripanti, Anne Genevaux, Jean-François Bigot, Camille Rollo. Conseiller historique, Tal Brutmann. Avec la voix de Léonie Simaga. Les témoignages des rescapés d'Auschwitz-Birkenau ont été recueillis en 2005 et 2006 par Catherine Bernstein, Jean-Baptiste Perrotier et Antoine Wittkin dans le cadre du projet Mémoire de la Shoah, une initiative de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de l'INA. Ces témoignages sont disponibles en vidéo dans leur intégralité sur le site des entretiens patrimoniaux de l'INA, entretiens au pluriel.ina.fr.